La soirée des agendas politiques du 27 novembre donc, est consacrée, ou en tout cas tourne autour d'un livre que nous avons écrit à deux, Sandra Logier et moi. Sandra Logier est professeure de philosophie à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et moi-même je suis directeur de recherche en sociologie au CNRS et directeur de l'Institut Marcel Mauss à l'École des hautes études en sciences sociales. Donc, le livre que nous avons écrit s'appelle Le principe démocratie. De quoi traite ce livre? Il traite de l'ensemble des mouvements de protestation politique qui se sont déroulés depuis l'année 2011, c'est-à-dire depuis les premières manifestations qui ont eu lieu en Tunisie et qui ont vu la chute et la fuite de Ben Ali, puis qui se sont ensuite développés en Égypte, dans le Moyen-Orient, dans le monde arabe, puis qui ont atteint l'Espagne, le Portugal, l'Italie, la Grèce, puis qui ont été, qu'on a vu se développer à New York autour du mouvement Occupy Wall Street. Et puis tout au long des années, de 2011 jusqu'à aujourd'hui, puisque très récemment on en a vu une à Ouagadougou, juste un peu avant une à Hong Kong, juste un peu avant une à Kiev, et puis avant une à Istanbul, une à Rio de Janeiro. Donc on est dans une période qui nous a intéressés, de développement de mouvements de protestation politique qui ont des caractéristiques assez particulières. Un des enjeux du livre a été de savoir s'il était possible de trouver des liens ou des caractéristiques communes à l'ensemble de ces mouvements qui se déroulent dans des contextes politiques, sociaux, économiques tout à fait différents, mais qui voient une même forme d'action politique se développer, qui est le rassemblement et l'occupation de places. Et il semble qu'on ait vu une sorte de vague ou de flambée de ce genre de mouvement depuis l'année 2011. Bon, il y a certainement un effet de diffusion, mais disons, le pari a été de savoir qu'est-ce qu'on pouvait trouver de commun entre l'ensemble de ces mouvements, par ailleurs très disparates. Donc nous nous sommes intéressés à la forme que prenaient ces mouvements plus qu'à leur contenu, étant entendu que les contenus sont variables d'après les contextes et qu'il aurait été assez difficile de trouver quelque chose de commun entre la chute d'un dictateur ou la révolte contre la finance mondiale ou le rejet du retrait de l'État social. Donc les analyses qu'on a menées ont permis de dégager au moins quatre éléments communs. Et ces éléments communs nous ont paru décrire le rapport aux politiques qui était celui des citoyens contemporains. C'est-à-dire une sorte de changement dans le rapport aux politiques que les citoyens semblent manifester un peu partout à travers la planète. Et ce qui fonde cet argument, c'est donc ces quatre caractéristiques qu'on a pu voir se développer dans l'ensemble de ces mouvements. Le premier, qui est un trait très caractéristique et qu'on retrouve partout, c'est le rejet de l'ensemble des organisations traditionnelles qui organisent la vie politique dans les pays. Ni parti, ni syndicat. Les gens qui viennent sur les places, ils viennent à un seul titre, celui des citoyens en colère contre la manière dont ils sont gouvernés. Et ça se retrouve partout. La deuxième caractéristique, c'est l'autonomie de jugement. C'est-à-dire cette idée que toute opinion est égale à toute autre opinion, qui traduit l'idée que nous sommes tous égaux finalement, qu'il n'y a pas une hiérarchie qu'on peut instituer entre une parole qui serait supérieure et une parole qui serait inférieure. Et donc chacun était amené à exprimer le plus librement possible ses opinions, et personne n'était en droit de censurer l'expression d'une quelconque opinion de quelqu'un d'autre. Et donc cette espèce de sentiment général qu'il y avait une valorisation de l'autonomie du jugement de chacun. Ensuite, la troisième caractéristique, c'est ce qu'on peut appeler une sorte d'aversion pour le pouvoir. Comment se traduit l'aversion pour le pouvoir? C'est le fait majeur, et qu'on a vu partout, que ce sont des mouvements qui n'avaient ni leader, ni programme, ni stratégie. C'est-à-dire que les gens se mettaient sur une place et demandaient toutes sortes de choses, du départ d'un tyran à, encore une fois, des sous pour les retraites ou pour les hôpitaux ou pour les écoles. Et donc la gamme des revendications concrètes était très très vaste.
Mais ne sont jamais apparus ni des leaders, ni une stratégie quelconque de conquête du pouvoir. Et c'est une chose qui est assez frappante et qui a précisément amené des gens à considérer que ce sont des mouvements qui n'étaient pas politiques, dans la mesure où ils n'avaient pas une exigence de changement de pouvoir, ni une envie de conquête de pouvoir. Et donc, cette première chose, c'est pas de leader, pas de programme, pas de stratégie, mais c'est aussi un mode d'organisation qui est un mode d'organisation collectif sur la modalité de l'égalité, de la répartition des tâches de façon autonome et une sorte de gratuité des relations. Il y a tout un ensemble de choses qui ont fait que les vies se sont organisées sur des campements, sur une modalité de l'égalité et pas de rapport de pouvoir. Et puis il y a un quatrième élément, il y en a quelques autres, mais je vais m'arrêter à ce quatrième-là, c'est le caractère unanimiste de ces mouvements. Qu'est-ce que ça veut dire unanimiste? Ça veut dire qu'on se présente comme le peuple, ou qu'on se présente comme les 99% d'une population. Or, un mouvement unanimiste, on ne sait pas très bien comment faire de la politique avec un mouvement unanimiste. En général, on considère que les populations ont des intérêts différents, et qu'on ne voit pas un mouvement qui aurait toute une population qui partagerait le même intérêt et qui mènerait un mouvement politique de revendication. Donc le caractère unanimiste, le fait que ce soit un peuple qui demande quelque chose, la justice sociale ou le départ d'un tyran ou la fin des politiques néolibérales, ou que ce soit 99% de la population qui demande la fin de la finance mondiale, sont des phénomènes qui sont curieux, qui un peu trompent nos attentes en matière politique. Il faut que ce soit organisé autour d'un thème pour des intérêts collectifs bien identifiés au sein d'une société, mais pas toute une société qui va de l'avant. Donc voilà, il y avait ces 4 caractéristiques-là, le rejet des partis, l'autonomie de jugement des personnes, l'aversion pour le pouvoir et l'unanimisme de la revendication. Et ce sont 4 caractéristiques qu'on retrouve d'un côté à l'autre de la planète et qui qualifient ces mouvements. Donc, qu'avons-nous tiré de cela? Je l'ai dit au début, en fait, on a essayé non pas de spécifier mouvement par mouvement ce qui se passait, mais à partir de ce tableau général, de proposer l'idée selon laquelle, d'une certaine manière, et sans qu'on sache trop l'expliquer, le rapport aux politiques des citoyens s'est modifié. C'est-à-dire et en particulier sur un point qui petit à petit s'est détaché et qui sera le thème de la discussion du soir, qui est la crise de la représentativité. C'est-à-dire comment le rapport des citoyens s'est modifié en considérant l'écart qui s'est créé entre les citoyens et le monde de la représentation, en particulier, et on s'attachera plutôt à cette problématique-là, dans les démocraties déjà installées, dans les vieilles démocraties.